Vous êtes sur Europe 1, c'est bien la libre antenne et nous accueillons maintenant Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ah, je vous entends parfaitement bien. D'où Ah, m'appelez-vous super. Julie? Je vous appelle de Persan. De Carsan, en Bretagne donc. Non, Persan. Ah oui, en région parisienne. Oui, D'accord. Quel âge avez-vous Julie? j'ai 30 ans. D'accord. Et de quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Ben, j'ai un peu tombé l'ambiance par rapport à vos deux précédents auditeurs qui parlaient de leur voyage. C'était vraiment très intéressant d'ailleurs. Non mais Mais on peut parler de tout dans cette libre antenne, hein, vous le savez. je sais, mais c'était vraiment très intéressant en fait. Mais moi, en fait, j'ai parlé du burn-out. Du burn-out. Oui, et de la dépression. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous écoutons, bien évidemment. Vous voulez commencer par quoi, en fait? Le burn-out est-il issu de votre du travail, du milieu professionnel? Alors, je dirais qu'il a commencé lorsque j'ai débuté, oui, mes études d'infirmière. Oui, C'est-à-dire que, après, je tiens à préciser avant que je respecte beaucoup les infirmiers, les soignants qui font un travail exceptionnel tous les jours. Mais moi, pendant mes études, je n'ai pas été, comment dire, bien accompagnée. Voilà. c'est-à-dire? J'ai subi du harcèlement moral, euh, beaucoup de pression psychologique, beaucoup de moqueries. Euh, enfin, En fait, je ne sais pas comment tout décrire parce que lorsque j'en ai parlé à un professionnel de santé, j'ai vidé mon sac et il en a déduit que c'est un burn-out. Voilà. D'accord. Vous allez m'expliquer comment ce burn-out est arrivé. Vous dites que vous avez mal été accompagné pendant vos études. Donc, ça a eu un impact ensuite sur votre milieu professionnel? C'est-à-dire que dès le début, il y avait une grande pression en fait. Il y avait une grande pression sur la première année, lorsque j'ai réussi mon concours. Il y avait une grande pression sur nous, les étudiantes. Oui. Ce que je peux comprendre, puisqu'on doit s'occuper de patients, ce ne sont pas des poupées, ce sont des personnes humaines, donc il faut s'appliquer à la tâche. Mais je dirais que, euh, comment dire, quand vous sortez de l'école et que vous êtes directement plongé pendant les stages, hein, dans la vie, comment dire, la vie hospitalière, c'est vrai que c'est assez difficile déjà. Et moi, je dirais que ce qui m'a beaucoup choquée, c'est le fait qu'à chaque fois que je devais faire des choses, faire un pansement, faire des piqûres, faire des soins, enfin, comment dire, il y avait une telle pression. Euh, euh, c'est difficile. Il y avait une telle pression que j'étais tétanisée à l'idée d'aller en stage, quoi. D'accord, mais ça tient plus finalement à votre caractère, votre manière de voir les choses, ou finalement euh, vous avez été harcelé, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure déjà au cours de vos études de harcèlement, c'est ça? Oui, c'est ça. Que s'est-il passé exactement? En fait, lorsque je faisais mes stages, à chaque fois, on me disait que je n'étais pas, comment dire, que je n'étais pas assez douée, que tel ou tel, que je n'ai pas réussi à faire tel ou tel acte, que, par exemple, on va me montrer une fois comment faire une prise de sang, il fallait que je sache dès la deuxième fois comment la faire. Et, euh, mais enfin, c'est assez, c'est bizarre parce que c'est assez compliqué. Eh oui, mais quoi, vous étiez émotive en fait? Vous aviez du mal à réaliser les choses? Exactement, trop Oui, donc émotif. Voilà, c'était un c'est peu ça. plus quand même, ça venait plus de votre fait à vous que qu'au final, de votre entourage.
Oui, exactement. D'accord, OK. Donc, en fait, vous étiez très émotive et vous aviez du mal, vous aviez du mal visiblement à vous réaliser, en fait, en tant qu'infirmière. Exactement. Est-ce que cela vous a attiré donc, des inimitiés? Est-ce qu'au final, c'est ce qui s'est passé? Vous avez, fini par, en étant trop émotive, et finalement, un peu, agacer votre entourage? Ou en tout cas, vous savez, quand ça n'avance pas quand on veut, il y a des gens qui ne supportent pas. Donc, est-ce Ah, que c'est exactement ça. C'est mmh exactement ça. C'est-à-dire que je n'avançais pas suffisamment parce que j'avais peur, en fait. J'étais tétanisée par mes émotions et j'avançais pas assez vite et ça les énervait encore plus, ouais, en fait. Et c'est bizarre parce que maintenant que je parle avec vous, je me rends compte à quel point au final, je dirais pas que c'est normal qu'elles aient réagi comme ça, mais en même temps, si j'avais des émotions, je me suis laissée déborder par mes émotions, en fait. oui, d'accord. Et dans le milieu hospitalier, je suppose qu'il faut aller vite, Exactement, voilà. exactement. Mmh. Donc, vous avez subi quoi? Vous avez subi, des remarques de votre entourage? Comment ça s'est passé exactement? Oui, j'ai subi, des remarques, enfin, comment dire? Des remarques, on me disait, à n'importe quel moment, des fois, on ne voulait pas travailler avec moi, en fait. Ah, on ne voulait pas travailler avec vous, d'accord. Non, Donc on me disait que je n'étais pas quelqu'un, de que fiable? j'étais pas assez douée, de fiable, Oui. exactement. Et en fait, je m'en suis voulu, en fait, d'être comme ça, parce que je ne connaissais pas cette partie de moi qui avait peur, qui et je m'en voulais tellement de ne pas les satisfaire, en fait, de ne pas être, à la hauteur et de ne pas pouvoir gérer ce stress, ce d'être, comment dire? Envahie par ce stress Mmh. et de ne rien pouvoir faire, en fait. Est-ce que vous étiez fait pour ce métier, Alors, au final? je pense qu'au final, j'aimais la théorie, Oui. mais la pratique, j'ai bien compris que mes 2 mains, c'est pas possible, Vos 2 mains, que c'était pas c'est-à-dire? possible. Ben, c'était pas possible. C'est-à-dire que quand je devais réaliser des actes avec les patients, j'avais peur. Peur de mal faire, Mmh. peur de C'était décevoir. vraiment la peur de mal faire, en fait, hein? C'est ça, peur de D'accord. décevoir, peur de Comment décevoir. comment vous avez senti le burn-out, arriver? C'est passé par, quoi, avant? Est-ce que c'est passé par une dépression? Est-ce que vous vous êtes senti un peu partir, psychologiquement? C'est exactement ça. Partir psychologiquement. C'est-à-dire que petit à petit, on s'enfonce dans un espèce de fossé, Oui. mais on ne sait pas qu'on est dans un fossé, hein, mais on avance dans l'obscurité et petit à petit, on se dit, qu'on pourtant j'étais jeune, hein, mais on se dit qu'on ne vaut rien, en fait. Mmh, que j'ai fait toutes ces études, mais au final, je suis trop nulle. Je n'ai pas les capacités pour avancer, pour affronter la vie. Si je ne peux même pas affronter, poursuivre mes études, comment vous allez affronter la vie? Oui. Et en fait, vous aviez du mal à vous lever le matin? Comment ça se passait exactement? Dites-moi. Ah oui, je me levais pas le matin, j'avais une grosse boule d'angoisse, en Oui. fait et un jour, c'était la gare de trop et je me suis rendue, aux urgences et je pense que c'est là, je suis tombée en sanglots, j'étais tétanisée. J'ai été reçue par un médecin, j'ai raconté tout mon parcours professionnel, ma vie et il a bien conclu que je faisais une dépression et un burn-out. Donc suite à cela, heu, j'ai demandé une semaine de repos Oui. et je me suis, rendue, à l'hôpital
à l'école d'Afamia, pardon, pour mettre mes blouses et pour dire que j'arrêtais mes études. Que vous arrêtiez vos études. D'accord. Oui, Parce que finalement, si je comprends bien, vous n'avez même pas fini vos études, en fait. non, Impossible de finir vos études? impossible. Parce que je sais pas, mon cerveau ne répondait plus. Enfin, je sais pas comment le décrire. On est comme endormi, fatigué, je sais pas. Je... En fait, j'avais terriblement honte parce que je suis toujours quelqu'un j'ai beaucoup bossé dans ma vie. Oui. J'ai beaucoup travaillé pour obtenir mes qualifications, baccalauréat. Et je me dis que j'avais pas le droit de faire ça. Donc, quand j'ai arrêté, là, ça s'est encore plus aggravé, on va dire. D'accord, je vois. En fait, vous étiez beaucoup trop émotif pour ce métier, malheureusement, j'ai envie de dire. Mhm. Il est certain que c'est un métier où il faut vraiment être sûr de sa vocation, hein. C'est obligé, ça. Autrement, eh bien, c'est malheureusement impossible de continuer à exercer ce métier. Le burn-out, il a été diagnostiqué à un moment? Oui, il a été diagnostiqué lorsque je me suis rendue aux urgences, en fait. Mais je ne savais pas c'était quoi, en fait, le Vous ne le saviez burn-out. pas? Ah oui. Non, pas du tout. Dépression, oui. Anxiété, oui. Mais burn-out, enfin, je leur en avais entendu parler, mais c'était plutôt pour moi une maladie professionnelle, pas une maladie qu'on rencontre pendant ses études. Et mais bon, quand j'ai appris cela, je me suis dit bon, ça commence bien. Euh, Ah, c'était un peu la fin, non? Ça sonnait un peu la fin de cette ouais, vocation? exactement. Parce que Ça sonnait la fin. vous êtes sûrement... Alors, bon, sous burn-out, on n'est pas obligatoirement en capacité de bien réfléchir, hein, mais on va continuer à en parler parce que j'aimerais que vous me posiez des mots sur ce burn-out et savoir la suite des événements. Vous restez avec moi, on laisse passer l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord? D'accord. À tout de suite. Il est 23h sur Europe 1. L'info avec Maël Hassani. Plus de 3 heures de réunion entre Gabriel Attal et les présidents des deux principaux syndicats agricoles. Nouvelle concertation à la veille d'annonces supplémentaires pour calmer la grogne des agriculteurs. Après un premier plan dévoilé vendredi dernier, l'exécutif est attendu au tournant. Les mesures seront peut-être révélées durant le discours de politique générale du Premier ministre prévu demain. Les blocages se poursuivent ce soir. Un peu moins de 10 000 agriculteurs étaient mobilisés dans toute la France aujourd'hui. 1 millier rien qu'à Paris. Plusieurs autoroutes qui mènent à la capitale sont bloquées. C'est le cas de l'A1 au nord, de l'A13 à l'ouest, de l'A6 au sud et de l'A4 à l'est. Ce point de blocage a vu défiler une invitée un peu spéciale cet après-midi. L'animatrice de télévision Karine Lemarchand, figure de l'émission L'amour est dans le pré, est venue soutenir les manifestants. Et l'étape d'après, c'est peut-être le blocage du marché international de Rungis, le poumon alimentaire de Paris. C'est l'objectif des centaines d'agriculteurs partis d'Agen en tracteur ce matin. Ils espèrent arriver d'ici à demain soir. Le convoi s'est arrêté à Limoges pour la nuit. Un dispositif policier important est déjà mobilisé pour empêcher le blocage de Rungis. Dans l'actualité de ce lundi soir également, le chef de la diplomatie américaine évoque un réel espoir quant à une éventuelle libération de tous les otages israéliens retenus à Gaza. Selon Anthony Blinken, un travail important et productif a été accompli au cours des négociations menées à Paris ce week-end, sans en dire davantage. Et durant ces mêmes négociations, un haut responsable du Hamas a défendu la position de son mouvement qui souhaite un cessez-le-feu total dans l'enclave palestinienne. C'est même une condition préalable à tout accord, selon lui. Des responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens étaient présents durant ces pourparlers. Le roi Charles III est sorti de l'hôpital londonien dans lequel il avait été admis vendredi pour une opération de la prostate. Le monarque de 75 ans va maintenant se reposer en privé. Il a reporté plusieurs engagements prévus dans les prochains jours. La princesse de Galles, Kate Middleton, hospitalisée dans le même établissement depuis le milieu du mois, a également pu rentrer chez elle à
Windsor aujourd'hui. L'épouse du prince William a été opérée de l'abdomen. Elle fait de bons progrès selon le palais de Kensington. Alain Delon, placé sous sauvegarde de justice par un juge des contentieux. Décision prise au regard de l'état de santé de l'acteur de 88 ans. Concrètement, un mandataire sera désigné pour assister l'icône du cinéma français pour son suivi médical et dans le choix de ses médecins. Cette protection est moins contraignante que la mise sous tutelle. Interrogé par Europe 1, Anthony Delon, fils aîné d'Alain Delon, salue cette décision. Il estime qu'elle permettra de mettre fin à la polémique autour de l'état de santé de son père. En Coupe d'Afrique des Nations de football, le suspense reste entier entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Les deux équipes s'apprêtent à jouer la prolongation. Les Ivoiriens sont revenus à un but partout dans les dernières minutes du temps réglementaire. Et puis cette histoire incroyable, une photo de mariage des grands-parents du présentateur Jean-Pierre Pernaut a été retrouvée en Australie. Le cliché date de novembre 1912. Il a été emporté par un soldat australien qu'il avait découvert dans les décombres d'un immeuble dans la Somme. La petite fille de ce soldat a retrouvé cette photo en faisant du rangement. Elle a ensuite lancé un appel sur les réseaux sociaux et la cousine germaine de Jean-Pierre Pernaut a pu authentifier le document. 23h03 sur Europe 1. La suite de la libre antenne, c'est maintenant avec Olivier Delacroix. Je n'ai pas très bien compris la photo. Donc... La photo a été emportée par un soldat australien durant la Première Guerre mondiale. Il était présent dans la Somme pour les combats. Oui. Il a retrouvé la photo dans les décombres. Il l'a emmenée chez lui en Australie. Mais la photo sur laquelle il y avait quoi ? Les grands-parents de Jean-Pierre. La photo de mariage des grands-parents de Jean-Pierre Pernaut. D'accord, incroyable. Voilà, incroyable. Cliché qui date de 1912 et qui a été retrouvé il y a quelques jours. Donc la famille de Jean-Pierre Pernaut a pu... La cousine germaine a pu authentifier le document. D'accord, et donc ici, la photo va bientôt arriver, je suppose. Tout à fait. L'Australienne qui du coup a fait cette découverte doit revenir dans les prochains mois pour effectivement donner le cliché à la famille. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on a une pensée pour tous les proches de Jean-Pierre Pernaut que je connaissais très bien et qui était un homme formidablement gentil. 23h04, on vous retrouve tout à l'heure à minuit pour un dernier tour de l'Infoman. À tout à l'heure. Pour le moment, nous accueillons... Ah ben non, nous sommes toujours avec Julie, Julie qui nous appelle depuis une vingtaine de minutes pour nous conter ses mésaventures professionnelles suivies d'un burn-out. Julie, en fait... Ce burn-out, donc en allant aux urgences, il est diagnostiqué. On dit du burn-out qu'à un moment, on ne peut plus bouger, on n'a plus de force pour rien. Comment vous le décririez, ce burn-out ? Je le décrirais comme on ressent une grande dévalorisation de soi-même. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un être accusateur en nous qui nous dit qu'on ne vaut rien, qu'on est nul. Oui. Et on sent que le corps ne répond plus. Le corps ne répond plus, oui. Les batteries sont vides. Et je souhaite parler du burn-out parce qu'en fait, ça a été le déclenchement pendant mes études. Mais le truc, c'est que ça m'a suivi jusqu'à présent, en fait. C'est-à-dire qu'après le burn-out, j'ai fait une dépression. Oui. Et une sévère dépression. Et jusqu'à présent, je suis toujours dépressive. Oui. Vous savez, on dit, Julie, on dit qu'on ne se remet jamais d'un burn-out. Jamais ? Jamais. D'accord. On ne se remet jamais complètement d'un burn-out. C'est-à-dire qu'il reste toujours une fragilité. Alors, on peut remonter la pente, ce que je ne vous dis pas que vous n'allez pas vous en remettre, mais on ne se remet jamais complètement d'un burn-out. C'est-à-dire j'ai fait un film sur le burn-out il y a 6 ou 7 ans, et j'avais rencontré... Dans Les Yeux d'Olivier ? Oui, ouais. Et oui, j'ai vu, j'avais vu. Vous l'avez vu, d'accord. Et c'est évoqué à plusieurs reprises par les témoins de ce film, qu'il reste toujours... on ne se remet jamais. Maintenant, on peut remonter la pente. C'est-à-dire que même s'il reste une fragilité, c'est comme finalement vivre avec une fragilité ou une maladie que l'on a et qu'on garde comme ça à vie. Aujourd'hui, à 29 ans, ça fait combien de temps qu'il a été diagnostiqué, ce burn-out ? Là, j'ai 30 ans. Oui, vous avez 30 ans, mais vous étiez encore à l'école d'infirmière, donc vous aviez quel âge quand il a été diagnostiqué ? J'étais à l'école d'infirmière et j'avais 20 ans. Mmh. Donc, ça fait depuis 10 ans. D'accord. Que vous a-t-on prescrit, en fait, pour remonter la pente ?
des anxiolytiques, Oui. Des antidépresseurs? des antidépresseurs, enfin, remonter la pente, je dirais plus stabiliser les choses en fait, Oui, mais pas remonter la pente, non. Ce qui m'a remonté la pente, c'est mes amis, les sorties, le sport surtout. oui. Vous étiez entourée Euh, quand même, Julie? Oui, 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 D'accord. oui, mais j'ai fait une rechute, voilà, Quand avez-vous fait une rechute? il y a un an. Mmh. Et est-ce qu'il y a eu des raisons, identifiées à cette rechute? La mort d'un proche. D'accord. Et ça a été, ça a été difficile à accepter, à digérer parce que c'était comme une grande claque en fait. Une grande claque. J'ai pris une grande claque et Oui, ça m'a mis dans mon état intérieur en fait. d'accord. J'ai repris contact avec mes anciens démons. C'est-à-dire, Enfin, vos anciens démons, c'était quoi? c'est-à-dire, en fait, j'ai eu des, dans ma tête à chaque fois, ça tournait mes études infirmière, euh, enfin tout ce qui s'est passé il y a 9 ans, Oui. je dirais. Ça revenait en boucle dans ma tête. Mmh. Marie nous demande au 7 39 21, si, vous avez, pu faire valider votre diplôme au moins d'aide-soignante, car, en étant aide-soignante à votre compte, vous travaillez à votre rythme et avec vos valeurs, c'est-à-dire seule, vous voyez, sans la pression, du monde médical et du monde hospitalier. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez, envisagé? Non, non, enfin, j'étais quelqu'un d'assez obstiné avant. Je voulais être infirmière et rien d'autre. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ce métier. Parce que même si j'ai pas pu assurer, en fait, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font Oui, ce mais métier parce que c'est Marie, vraiment difficile. vous méritez le respect aussi, je vous le promets ça. Ça n'est pas parce que vous avez eu la pression à ce moment-là, et que vous n'avez pas répondu à l'exigence du métier, tout de suite. Vous étiez jeune, vous aviez 20 ans, heu, c'est une vocation ce métier. Il faut être, il faut être habitué et puis assez solide pour être confronté à la maladie, heu Mhm. ce qui est dur. Il faut être confronté aussi, au sang, hein, parce que c'est, les piqûres, ça c'était des choses qui vous impressionnaient, qui vous, Non, non. Le son, les choses comme ça, non. Non, c'était non? vraiment l'aspect psychologique qui, qui a tout, me parler poliment, qui a tout fait basculer. Voilà. C'est cette avant, quand je devais raconter cette histoire à des médecins, j'avais beaucoup plus de mots, mais c'est comme si mon cerveau était petit à petit en train d'effacer ces souvenirs de ma mémoire. Mais enfin, parfois, je rêve encore que je marche dans l'hôpital, je me réveille avec de l'angoisse, en fait. Oui, Et pourtant, c'était il y a 9 ans. c'était Et là je il y a comprends. longtemps, ouais. Et, mais vous savez, pendant que je faisais mes études, je me disais juste que c'était normal, parce qu'elles avaient le droit de me traiter comme ça, que elles aussi étaient passées par là, et peut-être qu'il faut passer par là pour s'endurcir, pour... Tout le monde ne passe pas par là. Je lis que, heu, vos camarades de formation ont vécu, pour beaucoup la même chose. Comment? Vous avez beaucoup de camarades de votre formation qui ont vécu le burn-out aussi? Pas trop, Non, non. d'accord. C'est plutôt vos camarades qui ont vécu le harcèlement, c'est ça? Mhm, c'est ça. Et le harcèlement, il venait de qui? Comment? De, des infirmières, Des infirmières formées, qui des infirmières, celles qui nous formaient, en fait. celles qui vous formaient, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles ne voulaient pas prendre le temps de vous enseigner? C'était quoi l'histoire? En fait, voilà, on sentait qu'on dérangeait. D'accord. Voilà, j'ai pas le temps de t'expliquer
comment ça, t'as pas compris, j'ai pas le temps. C'était ça, en fait. Ouais, Si je devais retenir une phrase, c'est j'ai pas le temps. il fallait aller vite. Fallait aller vite, voilà. Mhm. Et D'accord. le problème, c'est que quand on est jeune, on veut justement pas faire n'importe quoi. On veut prendre le temps de bien faire les choses. Mais bon, on marchait pas dans le même sens, vraiment pas. Mhm. C'est-à-dire que après, bon, vous voyez, je trouve toujours une excuse, mais parce que je veux pas leur jeter la pierre. En fait, c'était des services avec 25 patients ou 20 patients, ils étaient deux. Donc, et vous étiez Elles étaient là, débordées. voilà, ils étaient débordés. Mhm. Ça ne justifie rien, hein, mais Vous quand vous avez, avez ouais. déjà votre métier à faire, en plus on vous demande de former une étudiante, bon, Et vous avez finalement fait les frais de l'État aussi, du milieu hospitalier, je pense que qui, c'est ça. ouais, Je qui, pense que c'est ça, que j'étais comme un défouloir, mhm. un défouloir, parce que quand on vous dit que vous ne comprenez rien, que vous n'êtes pas fait pour ce métier, euh, ok, d'accord, c'est c'est incompréhensible en fait. Bon, au départ, je me disais non, elle raconte n'importe quoi, mais au fond, mais au fond, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et le truc, c'est que plus ça se répétait et plus émotionnellement, plus psychologiquement, j'étais atteinte. Donc de ce fait, j'avais la sensation d'être submergée par leur travail, par le stress, Mhm. et des choses simples, je n'arrivais plus à les faire. Et ben, j'étais tétanisée, franchement, avant Ouais. chaque garde. C'est vraiment, j'ai vécu un enfer. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir de cet enfer, visiblement. Aujourd'hui, Oui. Vous me dites que vous vous réveillez souvent angoissé. oui, c'est ce qui me fait assez peur quand même. Parce que, en fait, parfois, je vois mes anciens camarades de promo qui avancent, en fait. Et moi, je suis là, je me dis, mais pourquoi mon corps a réagi comme ça? Pourquoi? Juste pourquoi? Mhm. Voilà. Vous voyez, Pourquoi? un psy, vous vous soignez un peu. Oui, oui. D'accord. Que vous dit-il votre psy par rapport au fait de lâcher prise, d'essayer de passer à autre chose, d'arrêter de vous poser des questions sur pourquoi justement ça s'est passé comme ça? Ben, on travaille là-dessus, mais le truc, c'est que c'est comme quelque chose que vous voulez pas lâcher. Je sais pas. Je sais pas comment le décrire. Justement, on travaille sur le fait de lâcher justement ce poids, le laisser. C'est la vie d'avant, c'est passé. Et malheureusement, ce passé a eu des conséquences sur mon avenir, sur mon futur. Et je sais pas, c'est comme quelque chose qui est ancré, Oui. qui ne veut pas partir Vous en avez du fait. mal à lâcher prise en fait. Voilà, voilà. Mhm. Vous avez vécu un échec et vous avez du mal avec cet échec. C'est exactement ça. Vous voudriez remonter un peu le temps et réussir les choses. C'est-à-dire que dès petite, j'ai toujours voulu avoir des bonnes notes, que ce soit au collège, lycée. Dès que j'avais pas de bonnes notes, je pleurais. Enfin, bon. Et là, avoir vécu cet échec, c'était le premier échec, gros échec. Et je n'ai pas, j'ai trouvé les ressources quand même pour m'orienter vers autre chose. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise. Vous travaillez quand même aujourd'hui donc. Ah oui, mais je travaille dans une entreprise, oui. D'accord, que faites-vous? Je suis secrétaire. D'accord, et ça se passe bien. Bah, en fait, j'ai encore ces périodes un peu down, on va dire. Et il y a des périodes où ça va. Alors les périodes Mais down, vous vous arrêtez de bah, des travailler? périodes, oui, parce que je me sens tellement fatiguée, Oui. fatiguée, et j'ai l'impression que je vais. Ce qui me terrifie, c'est de savoir que peut-être que je vais finir ma vie comme ça.
avec cette tristesse, cette dépression, et que bah, ce sera le boulet que je vais porter toute ma vie. Ça peut s'arrêter. Il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous absolument prendre soin de vous. Il faut penser à vous. Il faut être un peu égoïste quand on a fait un burn-out. Euh, C'est-à-dire vraiment être à l'écoute de son corps, à l'écoute de sa tête. Euh, le temps qu'on est fragile, il faut vraiment apprendre à se faire des cadeaux, c'est-à-dire vraiment penser à soi, vous voyez, et pas ne pas être absolument dans la quête de réussite, la quête de l'excellence. Il faut vraiment être doux avec soi, vous voyez, pas dur. Et le Là, problème, voilà, pardon, oui. Non, 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 c'est ce que j'essaie oui, de travailler, de ouais, faire. mhm. Parce que je sens Surtout, bien que vous voulez réussir, vous voulez vous prouver à vous-même que vous n'êtes vous n'êtes pas bonne à rien, mais vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui doit vivre à son rythme. Peut-être, comme vous le dites, que ce métier-là n'était pas fait pour vous. Il faut accepter, en fait, lâcher prise. Ce métier ne vous résume pas, en fait. Il n'est pas Julie, ce métier. Il n'est pas, il ne vous définit pas. Il y a plein d'autres choses dont vous êtes capable et que vous avez déjà sans doute déjà réalisé. C'est le problème avec l'échec, souvent, qui maintient dans cette volonté absolument de refaire le passé. Mais sincèrement, vous avez la chance d'être entouré, comme vous m'avez dit. Vous avez des proches, vous avez des amis. Donc mhm. ça, c'est très important. Et vous n'êtes pas seul. Le tout, c'est que vous arriviez à vous reconstruire avec ce qui est à votre disposition et avec vos forces. Donc vraiment, ce que j'ai retenu, moi, de tout ce que j'ai pu entendre avec ces témoins sur le burn-out, c'est vraiment cette capacité à se reconstruire sans forcer, en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas forcer. Absolument pas forcer. C'est la règle principale. Donc, prenez le parti d'aller à votre rythme maintenant, Julie. Et il faut essayer d'arrêter de ressasser le passé. Cette période, vous m'avez dit que vous aviez 30 ans aujourd'hui. Vous Mhm. n'avez plus 20 ans. Oui. Vous n'êtes plus la petite qui avait des bonnes notes, très exigeante d'elle-même, qui voulait être infirmière. Le résultat de tout ça, c'est que vous ne pouvez pas être infirmière, vous ne pouviez pas être infirmière. Bon, ça ne vous définit pas. Ça ne vous D'accord. définit pas. Vous pouvez faire plein d'autres choses dans votre vie, parce que la vie est belle, la vie peut être magnifique, si on décide vraiment de se donner les moyens. Je dis souvent dans cette libre antenne qu'il faut vouloir pour réussir. C'est la première chose, la première étape, c'est de le vouloir. Et pour ça, il faut se donner les moyens. D'accord. Donc j'espère que vous arriverez à vous les donner. J'espère que ce passé, vous allez l'éloigner de vous, arrêtez d'y penser. Et puis j'espère que vous me rappellerez d'ici quelques mois pour me dire que vous allez mieux. D'accord ? Mhm. Vous savez D'accord. où me joindre en tout cas. D'accord ? D'accord. En tout cas, je souhaite vraiment remercier toute votre équipe et je suis régulièrement votre émission qui est d'utilité publique. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout. Merci. De tout Merci à cœur, vous merci. surtout de votre courage, Julie. Et Merci. on vous envoie de la force. On vous embrasse. Moi aussi. Au Au revoir, revoir. Julie. Au revoir.